Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre, jour des défunts, et Franck Ferrand a choisi de rester dans le ton. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Hier, nous avons parlé des morts stupides de l'histoire, et je suis certain que notre invitée d'aujourd'hui, ma chère complice en télévision, Clémentine Portier-Kaltenbach, aurait eu quelques cas à ajouter à notre liste. Eh bien aujourd'hui, nous franchissons la porte du cimetière pour nous mettre en quête de quelques reliques augustes. Clémentine Portier-Kaltenbach est en effet l'auteur d'un ouvrage à succès, Histoire d'eau et autres illustres abbaties, réédité cette année en format de poche chez Pluriel. On connaissait une autre histoire d'eau, c'est pas tout à fait la même chose. On apprend dans le livre de Clémentine ce que sont devenus les dents de Voltaire, une jambe de Catherine de Médicis et le sexe de Raspoutine, figurez-vous. On apprend aussi ce qu'il faut penser des restes de Jeanne d'Arc, du cœur dit de Louis XVII et du crâne supposé d'Henri IV. Clémentine reste, à ma connaissance, la seule personne capable de vous raconter sérieusement comment le cerveau d'Einstein a traversé les États-Unis dans une boîte tupperware. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Clémentine et moi nous livrons depuis longtemps maintenant à une sorte de concours, en toute camaraderie, en tout enfantillage, disons-le. C'est à qui touchera le morceau d'histoire le plus étonnant. Alors s'asseoir sur le trône d'Ivan le Terrible à Kolomenskoye, tenir le mouchoir de deuil de Marie-Antoinette, triturer le crâne de Talleyrand dans tous les sens, pousser la chaise roulante de Couthon ou celle de Louis XVIII. J'entends certains d'entre vous se dire « mais c'est pas possible, ils sont terribles, ça leur fait une belle jambe ». Eh bien en vérité oui, car lorsqu'à l'instar de notre maître commun, Gosselin le Nôtre, le pape de la petite histoire, on a voué sa vie à la résurrection de certains épisodes du passé, eh bien, pouvoir entrer en contact avec ce que ces épisodes ont laissé de traces tangibles, ça peut procurer une très forte impression, disons-le, une impression ineffable. C'est le ravissement du collectionneur de manuscrits devant un billet comportant la signature nerveuse de Napoléon. C'est l'extase de l'amateur de vieux dessins devant une esquisse attestée de Fragonard ou de Chardin. Dois-je l'avouer, aurais-je le courage de l'avouer, à ce petit jeu des reliques de l'histoire, Clémentine m'a battu à plate couture. Certes, à la faveur d'un tournage de télévision, j'ai réussi à faire un somme dans la chambre de Louis XIV, à Versailles, tout de même. Et le hasard de mes recherches passées dans une bibliothèque universitaire m'a fait mettre la main sur un lot de lettres signées de Madame de Pompadour. Mais à côté de ce que nous allons entendre dans un instant, tout cela, vous allez voir, n'est vraiment pas grand-chose. La vérité, c'est que je n'ai pas puisé à la bonne source, que le filon que j'ai exploité n'était pas le plus propre à procurer des émotions fortes aux fétichistes du passé que nous sommes. Clémentine a été plus maligne. Elle est allée chercher les reliques dans les reliquaires eux-mêmes. Elle a eu l'idée de laisser de côté le chapeau de cardinal de Richelieu et la montre de Descartes pour s'intéresser carrément à la tête momifiée de l'un et au crâne si célèbre de l'autre. Comment voulez-vous lutter contre cela ? La victoire, sans conteste, revient à notre collectionneuse de tibia et de calcanéum, et le livre qu'elle a tiré de ses enquêtes il y a quelques années maintenant, Histoire d'eau et autres illustres abbaties, fait figure d'incontestables tableaux de chasse. Admirez mon fair-play, je vais offrir sous vos yeux, en tout cas à vos oreilles, une heure entière à ma triomphatrice pour qu'elle puisse vous vanter l'étendue de sa pêche miraculeuse. La valse des vieux os sur Europe 1. Vous avez peut-être reconnu un extrait de la bande originale du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Nous vous retrouvons Franck avec votre invité.
Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Franck, bonjour à tous. D'habitude, nous disons ça devant des caméras, mais là, c'est à la radio, d'une radio l'autre. Vous avez traversé l'avenue pour venir d'RTL à Europe 1 aujourd'hui. Merci de le faire. Merci de votre invitation. Et vous allez nous parler, puisque c'est le jour des morts. Après tout, on ne pouvait pas trouver ni une meilleure occasion, ni meilleur prétexte, car c'est le cas. Vous allez nous parler de ces reliques et de ces reliquaires. Alors avant d'entrer dans le côté assez cocasse, disons-le, de tout ce que sont devenus les restes de nos plus grandes célébrités de l'histoire, j'aimerais que vous nous parliez de ce qu'étaient les reliques au sens, alors, sacré du terme. Il faut quand même pas oublier qu'à une époque, quand je dis une époque, ça a duré quand même plus de 400 ans, au beau milieu du Moyen-Âge, la relique a été l'argument de tourisme principal. On se déplaçait, on bougeait les foules, on faisait se renverser des pèlerinages uniquement sur la présence de tel os dans telle église. Ah bien sûr, et peut-être pour employer un anachronisme, eh bien, c'est sur le plan touristique, c'était en effet un atout majeur au Moyen-Âge, avec vraiment un moment où le culte des reliques a culminé, qui est le XIIIe siècle, avec Saint Louis, qui a été le grand roi, notre grand roi, collectionneur de reliques, devenu relique lui-même après sa mort et sa béatification. Alors oui, on courait les sanctuaires à la recherche des reliques les plus affriolantes, et c'est d'ailleurs une des choses qui a été dénoncée très tôt par la Réforme notamment. Là, les protestants, évidemment, avaient beau jeu de dénoncer cette espèce de commerce, car c'était un trafic général à l'échelle de toute l'Europe. Ce commerce de reliques, alors on s'échangeait un petit doigt de Sainte Pétronie contre c'était invraisemblable. Tout à fait. Alors, surtout ce qu'a dénoncé Calvin très tôt, c'était la coexistence en différents sanctuaires d'une relique équivalente. Alors, par exemple, il était extrêmement choqué parce que en France, nous avions 3 prépuces du Christ. Les morceaux de cordon ombilical de Jésus couraient les reliquaires. On a conservé toutes sortes de cheveux, de Saint-Pierre, du Christ lui-même, de Marie, évidemment, bien sûr, ça va de soi. Et puis, dans le genre rogatons organiques étranges, il y avait même dans certains sanctuaires du lait de Marie. Ce qui d'ailleurs, bien plus tard, au XXe, a donné lieu dans une pièce de théâtre intitulée Les reliques. Eh bien, c'est un évêque qui a envoyé un émissaire à travers la France et l'Europe pour chercher la relique ultime, celle qui viendrait prouver l'existence de Dieu. Et bien son émissaire revient, il a trouvé beaucoup de lait de Marie à travers des sanctuaires et l'archevêque s'éclame, mais alors c'est très iconoclaste naturellement, mais il s'éclame, eh bien avec tout ce lait de Marie, on pourrait faire un considérable camembert. Oui, en effet, il y a parfois dans le royaume de la relique sainte de quoi sourire. 8 bras pour Saint Blaise, 32 doigts pour Saint Pierre, 11 jambes pour Saint Matthieu, le pauvre, et 10 têtes quand même, il fallait bien ça, pour Saint Léger, donc 3 corps pour Sainte Agnès. Ça, c'est ça fait un peu, il y a qu'un cheveu sur la tête à Matthieu, ça rappelle une chanson célèbre. Il y a même pire que ça, Franck, parce qu'il y a 2 têtes de Saint-Pierre qui sont estampillées authentiques par le Vatican lui-même. On a actuellement encore ? Oui, il y a une tête de Saint-Pierre à Saint-Jean-de-Latran et une autre à Saint-Pierre de Rome. Alors ça laisse songeur, parce qu'on a l'impression que tout ça, c'est un univers inerte, desséché et lointain. Mais en réalité, l'univers de la relique est extrêmement vivant, paradoxalement. Et j'avais découvert il y a quelques années, donc à la faveur de l'écriture de ce livre, qu'on pouvait même envisager d'échantillonner l'ADN du Christ à partir des pellicules contenues sur le Saint-Suaire. Alors là, ça va chercher loin. Quand on parle de clonage... Alors évidemment, que ce soit le Saint-Suaire, que ce soit la tunique d'Argenteuil, enfin bon, ces grandes reliques de la Passion, dont certains affirment qu'elles sont authentiques, enfin tout ça est très, très discuté évidemment parmi les spécialistes. Ça, ce sont, on peut dire, des reliques célébrissimes. Mais lorsqu'on pousse parfois la porte d'une église totalement perdue en pleine campagne, on tombe sur un reliquaire plus ou moins précieux, et pour peu qu'on regarde avec attention, on se rend compte qu'il y a encore des os à l'intérieur du reliquaire. Ces reliques, aujourd'hui, elles ne font plus vraiment l'objet d'un grand culte. En tout cas, l'immense majorité d'entre elles sont presque oubliées, disons-le, dans le fin fond des chœurs et des déambulatoires. Et pourtant, elles sont toujours présentes et elles n'ont pas été dénoncées, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne pratique plus le culte des reliques, mais elles demeurent, elles restent là. Et pour certaines, on voit d'ailleurs à l'usure du reliquaire lui-même qu'il suffit de les toucher pour être guéri, qui des rhumatismes. Bien sûr, parce que c'est ce qui est la relique sainte a un pouvoir quasi magique par
capillarité sainte en somme, c'est-à-dire que tout ce qui a touché un saint est susceptible de guérir toutes sortes de maux ou de tourments. Voilà pourquoi un simple scapulaire constitué à partir d'un morceau de la chasuble ou de la robe de Saint-Martin ou de la chemise de Marie à Reims pouvait potentiellement protéger le pécheur. Aujourd'hui, on aurait tendance à s'extasier davantage sur les reliquaires eux-mêmes, qui sont généralement des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Et pour cause, parce que si l'on y pense 5 minutes, regardez ce que l'homme laisse en laissant. Quand on pense à toutes ces créatures du règne animal qui laissent des rostres, des ramures, des plumes, des poils, des peaux, des zèbres, etc. Un cerf qui meurt, ça laisse de grands bois. C'est magnifique. Ouais. Alors que nous, en mourant, on laisse un malheureux squelette qui n'est pas très ragoûtant, ce qui explique qu'on ait envie de le mettre dans un joli reliquaire. Un joli reliquaire en or, en cristal et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ce qui est étrange, c'est que le pouvoir quasi magique de la relique, même s'il ne fait plus partie aujourd'hui d'un culte, demeure pour ce qui est des reliques historiques. Et c'est le cœur, c'est le sujet de votre ouvrage. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Sainte Pétronie dont je parlais, on s'y intéresse beaucoup moins, mais en revanche, le crâne de Descartes, on a fait ici même une émission pour en parler, ça reste un objet talismanique. Bien sûr, alors il y a une espèce de glissement de la relique sainte à la relique profane. Moi, je ne m'intéresse dans ce livre à la relique profane, c'est-à-dire celle qui fait l'objet d'un exercice d'imagination et non pas d'un exercice de foi, de piété. Voilà, ça, je respecte absolument le crédit qu'on peut accorder à une relique sainte. Moi, je m'intéresse uniquement aux grands hommes, aux grands personnages, aux personnages célèbres. Et en effet, on a donc eu un glissement avec les Lumières et l'idée que, après tout, si Dieu n'existe pas, quelle est la seule créature véritablement géniale en ce bas monde, disons-le modestement? C'est quand même bien l'homme. Et que reste-t-il de la vie éternelle si Dieu n'existe pas non plus? Eh bien, est-ce que ça n'est pas cette combinaison de nonos de cheveux, est-ce que ça n'est pas une sorte de matérialisation de l'âme et de l'immortalité? Donc ça devient fascinant. Alors, nos aïeux, eux, ont constitué ces collections pour des raisons fétichistes, mais aujourd'hui, toutes ces reliques inertes, elles contiennent quand même potentiellement de l'ADN. Je pense qu'on en reparlera. Oui, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on rigole bien sur ces reliques, ça a un côté fétichiste incontestable, mais que derrière, ça peut parfois apporter des réponses à un certain nombre d'énigmes historiques. Alors, nous aurons l'occasion tout à l'heure ensemble de revenir sur l'affaire Louis XVII, bien entendu, et de montrer aux auditeurs l'étendue de notre divergence sur le sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que grâce à l'ADN, et au-delà de l'ADN, grâce à toutes les études qu'il est possible de faire scientifiquement, la relique revêt aujourd'hui une autre dimension. Quand je vous disais que cette émission était une émission sérieuse. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invitée aujourd'hui sur Europe 1, Clémentine Portier-Keltenbach. Elle est journaliste et auteure d'ouvrages d'histoire grand public, notamment Histoire d'eau et autres illustres abbaties chez Jean-Claude Lattès, qui a été réédité en juin en format poche et pluriel, Franck. Alors Clémentine, laissons un peu de côté donc ces reliques saintes et sacrées pour parler des reliques profanes, donc des restes que nous avons des grands personnages de notre histoire. En fait, c'est très tardif l'intérêt pour les restes profanes, évidemment. C'est avec les Lumières, c'est au 18e que ça apparaît. Franck. Alors il faut reconnaître que nos aïeux sans culottes, en allant ouvrir l'ensemble des cimetières de l'Hexagone, ils ont un peu montré le chemin. Ils ont montré le chemin, ils ont contribué à nourrir ce marché de la relique profane. Nous l'avons raconté même, je crois, plusieurs fois ici, mais c'est cet épisode absolument extraordinaire, notamment de la profanation des tombeaux royaux de Saint-Denis. On ouvre les tombes, notamment, parce qu'on commence par celle-là, les tombes des derniers rois Bourbons, et l'on voit surgir littéralement de leur bière et un Henri IV quasiment intact, auquel une mégère vient arracher les poils de la barbe, un Louis XIII fascinant, un Louis XIV qui pourrait être tout noir comme de l'encre, n'en est pas moins resté un véritable morceau de majesté. Enfin bon, c'est assez fascinant évidemment de voir d'un seul coup l'histoire de France reparaître sous les yeux. Ça a donné des idées à certains. Et surtout, oui, bien sûr, non seulement cela, mais c'est devenu aujourd'hui, dirait-on, le dernier must. Il fallait absolument se rendre à Saint-Denis pour se procurer un morceau du linceul de Turenne, quelques poils de barbe d'Henri IV. Et alors, il y a un certain monsieur Brulet qui était receveur des domaines de Saint-Denis, qui a constitué une collection assez importante. Et cette collection, elle a fini par être
être léguées au musée Tavé de la Cour à Pontoise. Alors vous parliez, Franck, d'un certain nombre de reliques qui ont été prélevées pendant ce sac de Saint-Denis. À Pontoise, eh bien moi, quand j'ai découvert l'existence de ce musée, évidemment, je suis partie de toute urgence car je voulais voir aussi bien la moumoute de Philippe Auguste que les dents du roi Dagobert dont on m'avait promis qu'elles étaient conservées. J'imaginais déjà, je me réjouissais à l'idée de contempler les reliques en question. Et finalement, le conservateur est assez tatillon sur la présentation des reliques en question. Il a peur non seulement qu'elles se dégradent, mais aussi qu'on élucubre à partir des reliques dont je n'ai pu voir qu'une relique. Mais quelle relique! Alors, extrêmement impressionnant, c'est la jambe momifiée de Catherine de Médicis. Alors, quel triomphe! Oui, absolument, quelle émotion. Non, il faut imaginer un aquarium qui serait recouvert d'une sorte de petite housse en tissu provençal. Et quand vous soulevez cette housse, eh bien, on voit suspendu par un fil de nylon, comme suspendu dans l'air en lévitation dans son aquarium, cette jambe boucanée, décharnée de Catherine de Médicis. Et alors là, je comprends. Elle a quel aspect, la jambe en question? C'est affreux, on dirait est nue, déjà. Imaginez un os de jambon cru. Mon Dieu. C'est à peu près ça. Et donc, on serait tenté de détourner le regard, certes, mais lorsqu'on sait qu'il s'agit de la jambe de Catherine de Médicis, que Catherine de Médicis est celle qui non seulement avait la réputation d'avoir des jambes ravissantes, mais a mis au point la monte à l'Amazone à cheval, et qu'elle dansait admirablement, et qu'elle aurait inventé des figures de pavane, la danse à la mode sous la Renaissance. Elle avait même inventé cette tunique que portaient les cavalières, à l'Amazone précisément, qui permettait de mettre les jambes en valeur. Et alors donc, là, j'ignorais. Que ne vous ai-je sous la main, Franck, lorsque j'ai écrit lorsque j'étais au musée Tavé de la Cour. En tout cas, la jambe. Vous voyez, sur la relique, moi, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir une réaction de recul. Effectivement, ça n'est pas très ragoûtant, mais ça l'est d'autant moins, et l'émotion est d'autant plus absente ou présente que vous connaissez l'individu et l'histoire de l'individu auquel ces rogatons ont appartenu. Alors, évidemment, c'est cette histoire qui fait la force de la relique, incontestablement. On disait tout à l'heure que la relique profane avait une dimension un peu magique. Évidemment, pour que cette magie opère, il faut qu'on soit certain de l'authenticité. Ça, c'est une des grandes questions qui se posent. Vous avez raison, Franck, mais en ce qui concerne la collection de Tavé de la Cour et les collections qui ont été constituées à partir du sac de Saint-Denis, j'allais dire qu'en l'occurrence, la traçabilité est tout de même assez bonne. Je pense par exemple au crâne d'Henri IV qui a posé des questions il y a quelque temps. Hein. Mais ce qui m'a beaucoup surprise au moment de la découverte du crâne d'Henri IV, c'est la stupéfaction générale devant la possibilité de surgissement d'une relique aussi importante au bout de 200 ans. Or, quand on plonge un petit peu, donc on descend dans nos cimetières, dans nos reliquaires et dans nos cryptes, on réalise, vous l'évoquez à travers le sac de Saint-Denis, que ces collections se sont constituées dans ces années-là et que partant, qu'une famille n'ait pas souhaité tout de suite dire j'ai volé ce crâne d'Henri IV en pleine nuit alors qu'il était gardé dans la fosse commune de Saint-Denis et que c'était gardé, parce que ces reliques majeures sont devenues des reliques familiales en fait, qu'on se transmettait de père en fils. Et ça devient présentable, ce genre de collection, à partir du moment où l'on s'intéresse à l'histoire en tant que telle. On sait que dans son cabinet à Versailles, Louis XV présentait le couteau de Ravaillac, il aimait bien ce genre de reliques de l'histoire, mais ça restait un plaisir de souverain, c'est le cas de dire, on était vraiment entre soi. À partir des années 1830-1840, sous Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, au moment où l'historicisme remet l'histoire et notamment le Moyen-Âge à la mode, d'un seul coup, c'est très chic, c'est très bien porté d'avoir des reliques. À la fois du Moyen-Âge, il y a eu une époque à laquelle il n'y avait rien de plus chic que de se procurer des reliques d'Héloïse et Abélard. Par exemple, il y avait la nouvelle Héloïse de Rousseau et c'était l'histoire d'amour échevelée du Moyen-Âge. Il fallait avoir un bout de nonos d'Héloïse ou Abélard. Alors les Anglais en étaient particulièrement friands tout au long des 2 siècles passés. Ils ont toujours proposé des sommes folles pour le cœur ou le cerveau de Voltaire, pour des reliques d'Héloïse et Abélard. Pour la tête de Charlotte Corday, racontez-nous l'histoire. Pour la tête de Charlotte Corday, vous évoquiez Louis-Philippe, et bien sous Louis-Philippe, j'ai le nôtre, notre cher auteur,
raconte qu'il assiste à un dîner au cours duquel le maître de maison arrive en disant nous allons dîner avec une grande dame de la Révolution française. Alors interrogation chez les convives et il se présente à la fin du dîner avec un gros bocal plein de formol contenant non pas le crâne mais la tête avec la peau, les cheveux, les yeux de Charlotte Corday. Alors Gosselin-Lenôtre lui est convaincu qu'il s'agit de la vraie Charlotte. Il remonte un petit peu la trame et remonte jusqu'à Corbeau de Saint-Albin qui a été un secrétaire de Danton. La tête de Charlotte Corday aurait été conservée car vous connaissez l'histoire, au moment de son exécution, l'aide bourreau l'aurait souffleté, giflé, grande émotion. Elle a rougi, a-t-elle rougi d'indignation, de souffrance une fois sa tête coupée. Et Le Gros a quand même est passé devant le tribunal révolutionnaire pour avoir souffleté Charlotte qui, ayant expié ses fautes, était lavée de son péché. Oui, c'était un cas, de son péché, en tout cas de ses crimes de son républicains. Crime. Et du coup, eh bien, la tête aurait été conservée dans le cadre de cette affaire Le Gros. Corbeau de Saint-Albin, secrétaire de Danton, lui aurait demandé « Donnez-moi donc la tête, ça m'intéresse ». Enfin, on peut imaginer leur étrange conversation. Et la voilà qui se retrouve en 1830 dans un dîner en ville. Alors ensuite, quand cette tête a été préparée sous forme de crâne, eh bien, le prince Roland Bonaparte, qui est devenu son propriétaire, a fait tâter les bosses de Charlotte, car il faut dire que cet engouement pour les crânes, il correspond aussi au développement des sciences nouvelles et notamment la phrénologie, la craniologie, la craniographie et toutes sortes de disciplines aux noms les plus imprononçables les uns que les autres. Et donc, il a fait tâter les bosses de Charlotte Corday pour voir si elle avait la bosse du crime. Et sur les 5 spécialistes, 3 ont finalement conclu que oui, elle était une criminelle et 2, pas du tout. Et cette méthode très en vogue a été appliquée par Antomarchi sur le crâne de Napoléon à Sainte-Hélène. Le problème, c'est qu'il n'utilisait probablement pas le bon crâne, mais ça nous entraînerait loin. On dit aussi dans la même affaire que le roi d'Angleterre George IV avait pour coutume de dîner en tête à tête, c'est le cas de le dire, avec la tête décapitée du pauvre roi Charles Ier. Donc il y avait quand même un goût assez... Bien sûr, et puis qui voyage, c'est le mari d'Hortense Mancini qui avait voyagé avec sa dépouille pendant un an. La mère de la reine la superbe reine de Suède, Christine. Pareil, elle a vécu avec la dépouille de son mari dans sa chambre pendant quelques années. Il y a une autre tête qui est restée momifiée, c'est celle du cardinal de Richelieu. On y vient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes dans l'ambiance avec cet extrait du film de Tim Burton, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, puisqu'il est donc maintenant question, Franck, du cas, si je puis me permettre, Richelieu. Chose promise, chose due, parlons de la tête de Richelieu. C'est quand même pas rien, c'est la tête du cardinal. C'est très amusant. Alors, comme tout le monde, Richelieu, inhumé dans sa belle chapelle de la Sorbonne, a reçu la visite des sans-culottes en 93. Donc, sa dépouille a été jetée à Il avait été momifié, lui, comme Il avait été momifié. Alors oui, il était très soucieux de son apparence après la mort pour un homme de Dieu. C'était tout de même paradoxal, mais enfin... un homme de Dieu comme le cardinal, on en a vu de meilleurs. C'est vrai, il était tellement détesté que son convoi funéraire a dû faire plusieurs tours avant d'arriver à la Sorbonne. Et on aimait à dire dans Paris que l'endroit où se trouvait son tombeau était précisément sur le lieu où se trouvaient les latrines de l'ancienne Sorbonne créée sous Saint-Louis. Il était donc détesté, personne ne l'a regretté. Alors il s'est fait embaumer, oui, et il reçoit la visite en 93 des sans-culottes, exit l'ensemble de son corps, dont on ne sait pas du tout où il a fini, probablement à la Seine, mais il restait son crâne, et c'est un certain monsieur Cheval qui habitait l'arrondissement et qui était bonnetier, qui s'empare de la tête, il l'emballe dans un morceau de linceul et il la rapporte chez lui. Alors, il y a différentes explications possibles sur la façon dont cet auguste chef finit par atterrir dans les Côtes d'Armor à Plouriveau. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle échoue cette tête de Richelieu chez Armez. En fait, c'est un abbé qui l'aurait rapporté dans les Côtes du Nord et donné à son frère. Ensuite, elle était conditionnée comment, si je puis dire? Alors, elle était un petit peu boucanée, brunâtre. Et une fois dans la famille, une relique de ce type devient un bien familial. Alors, on la bichonne, on la chouchoute, on lui fait faire des petits soins par un pharmacien qui l'enduit d'une sorte de caustique, de cire spécifique pour éviter qu'elle ne soit détériorée
détérioré. On disait par déjà que le cardinal avait le teint cireux. Oui, donc. alors là, ça ne s'est pas arrangé. Il a pris une teinte un peu bistre, un petit peu bronze, si vous voulez. Et alors, pour édifier les jeunes gens du collège de Saint-Brieuc, tous les ans, pendant des années, au moment de la remise des prix, on sortait la tête momifiée du cardinal de Richelieu. On devait supposer que ça allait édifier les jeunes et leur faire des progrès en orthographe, probablement. Et Monsieur Armès, député des Côtes du Nord, rapportait régulièrement cette tête de Richelieu à Paris pour la montrer à ses collègues de l'Assemblée nationale. Et alors, peut-être l'élément le plus étonnant de cette histoire, c'est qu'en 1846, Armès prête la tête au peintre Bonhomé qui souhaitait réaliser un portrait en pied de Richelieu pour le Conseil d'État. Et donc, la tête de Richelieu va poser pour un peintre quasiment 200 ans après sa mort. Ça n'est quand même pas donné. On dit que le modèle ne bougeait plus du tout. Non, le modèle était très, très pacifique, en effet, oui. Parfaitement sage. Alors ça, ce sont les reliques, si l'on peut dire, ce sont les restes que l'on retrouve avec plus ou moins de chance et au hasard des profanations et des trafics. Ce qui est plus étonnant, ce sont les personnalités dont, dès la mort, on essaie de conserver quelque chose. Ah oui. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été, disons-le, quasiment déifiés de leur vivant. On pense tout de suite à Napoléon, mais avant Napoléon, j'aimerais qu'on parle de Voltaire. Voltaire aussi, Voltaire et Napoléon, ils figurent dans un chapitre intitulé Second choix, car après les crânes, je m'intéresse. J'ai classé mes trouvailles un peu comme un boucher. Ça va jusqu'au bas morceau. Voilà, hein. comme un boucher classerait sa viande dans sa vitrine réfrigérée. Donc les crânes, premier choix, naturellement, second choix, ceux dont la notoriété va déclencher immédiatement après la mort, vous l'avez dit Franck, la parcellisation. Et alors Voltaire, d'emblée, oui, lui, il va être parcellisé. On les coupe en petits morceaux. Hein, c'est tout à fait ça. Alors évidemment, Voltaire meurt. Lorsqu'il meurt, il n'est pas en odeur de sainteté. On subodore que jamais le curé de Saint-Sulpice ne voudra le laisser inhumer en terre chrétienne. Donc on pratique son autopsie. Alors l'apothicaire de la rue de Beaune, Monsieur Mitoire, qui enlève le cerveau, le fait bouillir pour le faire durcir. Et donc il considère que comme il a participé à cette intéressante tâche, il peut bien garder le cerveau. Donc voilà comment Mitoire va conserver ce cerveau qu'il mettra sur une étagère dans son officine de la rue de Beaune pendant des années. Alors, on connaît l'anecdote que raconte dans Choses vues Victor Hugo à propos du cerveau de Talleyrand. Ah, c'est affreux. Mais là, oui. là, c'est une toute autre destination puisque le cerveau en question va bientôt être intégré à une œuvre d'art, il faut dire. Alors, non, c'est surtout intégré à des œuvres d'art. Ce sont surtout des chœurs, les chœurs des rois. c'est pas le cerveau de Voltaire. Je crois me rappeler le ça. cerveau de Voltaire. Alors, le cerveau de Voltaire et son cœur. L'histoire est très amusante parce que d'abord, le cerveau, ce Mitoire, apothicaire rue de Beaune, il meurt, il le laisse à ses enfants. Que faire du cerveau de Voltaire? Alors, on va le proposer à l'Académie française, on va le proposer à la Bibliothèque nationale. Qui devait être drôlement flatté. Ces nobles institutions, détrompez-vous, Franck, car généralement, elles ne veulent pas entendre parler de ces reliques. On leur a bien proposé au Louvre, on a proposé la fameuse tête d'Henri IV en 47. Le Louvre n'en a pas voulu. Et pourtant, elle était authentique. Et donc, on propose ce cerveau de Voltaire partout. Personne n'en veut. Et finalement, c'est un descendant de ce monsieur Mitoire, apothicaire de la rue de Beaune, qui avait prélevé le cerveau de Voltaire, qui va le proposer à la Comédie Française. Et l'administrateur de la Comédie Française dit « Bon, allez, donnez-le-moi ce cerveau ». Et il le fait mettre dans le socle d'une statue d'un Voltaire assis par Houdon, qui à la minute où nous parlons se trouve toujours à la Comédie Française. Voilà, c'est bien à ça que je faisais allusion. Et en échange, vous avez raison, parce que je croyais que vous vouliez parler des tableaux sur lesquels on a badigeonné les cœurs des rois. Eh bien, en échange, on leur a fait cadeau pendant 20 ans 2 fauteuils d'orchestre gratuits à la Comédie Française. Ça valait la peine. Un cerveau de Voltaire. Ça valait la peine. Et le cœur, pendant ce temps-là, qui était resté dans la famille du marquis de Villette, eh bien, il atterrit aussi dans le socle de cette même statue de Voltaire assis par Houdon, mais en marbre cette fois, à la Bibliothèque nationale, donc à quelques encablures du cerveau. Et ce cœur, il a été pris dans une querelle testamentaire. Imaginez ça comme dans un divorce où un mari et son ex-femme se disputent la garde d'un chien ou la garde de leurs enfants. Eh bien là, les descendants de Voltaire, à commencer par Monseigneur de Dreux-Brézé, se disputent pour avoir la garde du cœur. Et finalement, le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, intervient en disant « Écoutez, ça suffit, ces enfantillages, eh bien ce cœur de Voltaire, je le déclare bien national, de sorte que vous et moi, Franck, ici même, eh bien, possédons chacun un 66 millionième
du cœur de Voltaire, ça fait quand même plaisir. C'est magnifique, nous sommes propriétaires en partie du cœur de Voltaire. Les portraits, enfin les tableaux dont vous parliez, ce sont les fameuses toiles de Martin Drolling qui ont été peintes avec de la moumie, c'est-à-dire cette substance qui permet de faire des glacis sur certains tableaux, et en l'occurrence une moumie tirée des cœurs d'un certain nombre de princes et de princesses de la maison de France. Et ceux de Pau de Saint-Martin qui a utilisé les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV, qui a entamé d'ailleurs l'un des deux, et qui, lorsqu'il est venu rapatrier, restituer à Louis XVIII les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV, eh bien Louis XVIII lui a fait cadeau de sa tabatière en or. Là aussi, ça valait la peine. C'est un bel échange. Bon appétit à tous ceux qui sont encore à table. Dans un instant, en guise de dessert, je vous propose de nous intéresser au reste de Napoléon. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux illustres reliques, toujours en excellente compagnie, celle de la journaliste Clémentine Portier-Keltenbach. Et venons-en maintenant, comme promis Franck, avant la pause, au cas Napoléon. Il y a un sujet auquel nous sommes particulièrement attentifs autour de cette table, c'est évidemment le sujet des reliques vraies ou supposées de Napoléon, parce que là, ça peut avoir une importance essentielle sur le plan de l'histoire, car en analysant par exemple des mèches de cheveux, eh bien, on peut essayer d'établir si oui ou non Napoléon a été empoisonné, par exemple. Bien sûr, mais vous savez ce que disait le propre frère de Napoléon, qu'avec toutes les mèches de cheveux de son frère qui circulaient sur la planète, on aurait pu faire une immense carpette ou un immense tapis. Alors oui, c'est un grand sujet, les mèches de cheveux de l'empereur, parce qu'il s'agit à chaque fois de doser l'arsenic exogène, endogène, est-ce qu'il a été empoisonné par l'eau, par le papier peint, par la mort au rat, par le vin empoisonné. Alors là, oulala, mais ça, ce sont des débats à n'en plus finir, mais finalement, les mèches de cheveux, je dirais, c'est presque la relique la plus banale de l'empereur, car mais on a d'autres choses de lui. Oui, alors il y a des dents qui circulent régulièrement, qui arrivent en salle des ventes, qui généralement tournent autour d'une vingtaine de milliers d'euros, ce qui est tout de même pas mal pour une dent de l'empereur. Si vous avez des gens qui sont capables de payer 20 000 euros pour obtenir une canine ou une prémolaire de Napoléon, ça veut quand même dire que, vous voyez bien, la relique a conservé une très grande force, une très grande valeur dans notre monde profane et moderne. Bien sûr, Franck, mais alors là, ce qui pour le coup est très vexant, c'est de mettre en balance et en lumière la dent de Napoléon ou même le morceau de pénis subtilisé le morceau de pénis. Oui, car Anto Marchi, le médecin qui a pratiqué l'autopsie de l'empereur, savait très bien que ces morceaux d'empereur, qu'il avait là un grand homme dont l'histoire traverserait les âges. Et donc il a pris un morceau de tendon, il a pris un petit morceau de nonos par-ci par-là, et il a prélevé un morceau du pénis de l'empereur dont il a fait cadeau à l'abbé Vignali. L'abbé Vignali était cet ecclésiastique qui a administré l'extrême onction, donné les derniers sacrements à l'empereur. Alors vous allez me dire, c'est évidemment un peu étrange de donner un morceau de zizi de l'empereur à l'abbé Vignali, mais enfin c'est comme ça que ça s'est passé. Et cette sainte relique, mais non, là pour le coup c'est un peu exagéré, cette relique impériale un peu ratatinée dans sa boîte s'est trouvée dans la famille Vignali, où elle est restée jusqu'en 1968, et là elle a été vendue chez Sotheby's à New York, et c'est un urologue américain, John K. Latimer, qui l'a acheté pour la somme, je crois, de 38 000 euros à l'époque. Alors si vous mettez en balance... que cette émission est bien une émission de 1er, en l'occurrence de 2 novembre, et non pas une émission de 1er avril. Et tout ce que vous raconte Clémentine Portier-Keltenbach, je précise pour ne pas avoir une avalanche de messages au standard, ce ne sont pas des inventions. C'est tout à fait authentique. Ça paraît fou, mais c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Donc si vous mettez en balance une dent de l'empereur autour de 20 000 euros, ce morceau de pénis vendu dans les années 60 autour de 38 000, et la bourse tachée du sang de l'amiral Nelson, c'est une bourse d'étoffe qu'il portait sur lui, excusez-moi, je ne me permettrai pas. La bourse d'étoffe que portait sur lui l'amiral Nelson au moment de sa mort à Trafalgar, elle a été vendue en salle des ventes autour de 400 000 euros. Donc si vous comparez la valeur de ce souvenir lié à l'amiral Nelson et des organes, des rogatons de l'empereur, je trouve ça extrêmement vexant. Et moi, je pense que le jour où la famille qui est actuellement détentrice de cette relique qui est à New York dans un coffre-fort, lorsque cette relique sera remise sur le marché, je pense que c'est une cause nationale. Il faudra lancer une grande souscription pour qu'au moins ce morceau de pénis impérial atteigne au moins les 400 000 euros de la bourse d'étoffe de Nelson. Ça serait la moindre des choses. Ne vous étonnez pas si je ne vous suis pas sur ce projet-là.
Alors, pour ce qui est de Napoléon, c'est Vivant Denon qui a réalisé le plus fascinant des reliquaires modernes. Alors ne m'en parlez pas, c'est une belle chose, ça c'est une très grande émotion, c'est un objet que j'invite tout le monde à aller voir au musée Bertrand de Châteauroux, car voulant donner un fil rouge à ma quête de rogatons et de nonos, eh bien je me suis mise en demeure de rechercher ce que nous avions de plus extraordinaire en la matière. Alors il y a des choses et des reliques, vous l'avez compris, auxquelles je suis attachée, la jambe momifiée de Catherine de Médicis, naturellement, le petit morceau de peau donné par Firmin Rambaud à Napoléon III, ou réciproquement, il y a le tibia de vache de Madame de Maintenon, dont on ouvre... Le quoi ? On ouvre son cercueil et on voit qu'il y a là un os surnuméraire et manifestement, ces ossements avaient dû être mis à l'air libre et puis on y a rajouté un tibia de vache. Donc c'est le tibia de vache de Madame de Maintenon, ou alors le morceau de vertèbre de La Fontaine, ou celui de Marat. Il y a toutes sortes de choses extrêmement divertissantes et étonnantes. Mais ce reliquaire constitué par Vivant Denon, donc qui a constitué les collections du Louvre, qui était un immense collectionneur, eh bien là, ça dépasse l'imagination absolument. Il faut imaginer un reliquaire d'époque Renaissance qui aurait la hauteur d'une bouteille de Coca-Cola. Un reliquaire qu'on dit à monstrance, parce qu'il y a des petites logettes. C'est très beau à voir. Des petites logettes avec comme une vitre qui permettent de voir la relique. Oui. Eh bien, dans ce reliquaire... C'est une sorte d'ostensoir, un ostensoir civil, on va dire. Exactement. Alors, vous pouvez le voir certainement sur Internet, cet objet. Eh bien, Vivant Denon, qui avait donc... Alors, on rappelle en deux mots qui est Vivant Denon. Que Goethe appelait l'œil de l'empereur. Du Louvre, l'un des fondateurs premiers directeurs du musée du Louvre, eh bien, lorsqu'il est mort sans descendance, l'inventaire de ses biens et de ses œuvres d'art faisait 3 tomes de 300 pages chacun, mais le trophée de cette collection, c'était ce reliquaire. Et qu'avions-nous dans ce reliquaire ? À la fois les histoires d'amour les plus incroyables, donc vous avez là des morceaux de nonos d'Héloïse et Abélard, du Cid et de Chimène, du Cid et de Chimène que Vivant Denon a lui-même été cherché. Voilà. Bah oui, parce qu'il a ouvert leur tombe à Burgos pendant la campagne d'Espagne par les armées impériales. De la même manière, il y a des cheveux d'Agnès Sorel, bien sûr, la dame de beauté, mais aussi des cheveux d'Inès de Castro. Inès de Castro, la reine morte, exactement, que Dom Pedro, fou d'amour. J'en profite pour citer Monterland, parce que l'autre jour, je l'ai confondu avec Mallarmé, donc là, je suis tout content. Je suis ravi de vous avoir fourni cette occasion. Alors, Inès de Castro, c'est la reine morte déterrée par amour par Dom Pedro. Il fait défiler devant elle tous les grands du Portugal. Et là encore, Junot était au Portugal au moment de la guerre contre l'Angleterre et au Portugal. Donc toutes ces histoires d'amour sont là dans ce reliquaire. Après, vous avez le génie français, une relique de La Fontaine, une relique de Molière, une relique de Voltaire. Et vous avez le génie militaire avec un morceau du linceul de Turenne, des poils de barbe. De Turenne, on ne parle pas du Saint-Suaire de Turin, on parle bien du grand général. Le grand général. Des poils de barbe d'Henri IV. Il y a également un morceau de la chemise ensanglantée que portait l'empereur le jour de sa mort. Une feuille de saule, comme on en trouve dans tous les reliquaires des fanats de Napoléon, prélevés, ramassés à Sainte-Hélène, au lieu de la tombe de Napoléon. Et puis, des cheveux de Désay, vous savez, le vainqueur d'Héliopolis, mort à Marengo. Quel beau soldat. Et c'était un ami de Vivant Denon. Et c'était grâce à lui que Vivant Denon avait fait la campagne d'Égypte. Donc, il a conservé une relique de cet ami. Donc, vous n'avez là que des rogatons et des poils de barbe et des morceaux de linceul, certes, mais imaginez tous ces individus vivants. Quel bel ensemble ça vous donne. Et surtout, je vous écoute et je me dis qu'avec tous ces personnages, on ferait une fabuleuse exposition et on pourrait installer le reliquaire de Châteauroux au milieu de l'exposition. Là, on pourrait, parce que croyez-moi, moi je l'ai eu pratiquement en main en allant parler de mon livre à Châteauroux. C'était une émotion absolue, parce que ces personnages, je pense que quand on arrive à faire ce travail d'imagination qui consiste à les imaginer vivants et les imaginer réunis. Oui, c'est une émotion immense d'imaginer en un même lieu Henri IV, Voltaire, Molière, Napoléon et Turenne. Vous imaginez ça. Et Héloïse et Abélard. Quand je pense à toutes ces années consacrées avec toute l'équipe à essayer de donner à cette émission une bonne réputation, la réputation de quelque chose de solide et de sérieux. Et voilà, patatras, 2 novembre, tout s'est arrêté. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Tadadadam. La famille Adam sur Europe 1, célèbre générique de la série télé de 1964. Nous nous intéressons aux illustres reliques, Franck, aujourd'hui. Alors, le reliquaire de vivant de nom est une chose magnifique pour qui aime les reliques historiques et pour qui aime toucher ce que l'histoire a laissé comme vestiges. Et là, ce sont des vestiges charnels, des vestiges humains. Évidemment, il y a quelque chose d'organique qui nous parle et qui nous touche. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces reliques n'ont pas seulement une dimension mystique ou talismanique. Elles ont aussi une dimension scientifique. Et notre ami, le docteur Philippe Charlier, qui est un habitué de ce studio, sait de quoi il parle lorsqu'il s'intéresse à Agnès Sorel, vous nous l'avez dit. Bien sûr. Dont il a pu établir les causes de la mort, lorsqu'il s'intéresse au crâne supposé d'Henri IV, enfin, etc. On est en présence, grâce à ce qui a longtemps été une simple manie de collectionneur, nous sommes en présence d'éléments qui peuvent permettre d'aller plus loin dans l'histoire. Bien sûr, mais alors, pour le coup, cela pose une vraie question. C'est est-ce que l'ADN doit devenir le roi des cimetières? Il y a bien des énigmes qui pourraient être levées si on ouvrait les tombeaux, à commencer par l'énigme de Meyerling. On pourrait voir comment est mort, effectivement. Ça serait très facile. Là, ça serait très facile. Dans l'énigme du tombeau des Invalides, ce serait pas très compliqué non plus. Il suffit de l'ouvrir, le sarcophage de oui, mais Fauportier. alors là, ça serait négligé d'abord le fait qu'il faudrait l'autorisation de la famille, et puis le fait que ça aurait également un coût certainement élevé d'aller ouvrir ce sarcophage qui pèse des tonnes, élargir probablement l'entrée du dôme. Enfin, ça serait quand même une usine à gaz. Il est vrai, alors là, ça je le signale dans ce livre, ce qui avait attiré mon attention, c'est ce fameux morceau de peau qui au moment de l'exhumation de l'empereur en 1840, on soulève le voile de satin qui recouvrait la dépouille et un morceau de peau sur le visage adhère au satin, et c'est le médecin présent ce jour-là qui récupère le morceau de peau. Il l'en fait cadeau à Napoléon III, qui lui-même l'offre à son palefrenier, Firmin Rimbaud, qui lui-même le donne aux Invalides. Donc ce morceau de peau, qui a tout de même une excellente traçabilité, il est aux Invalides. Donc effectivement, il suffirait d'en faire l'analyse et de voir si cet ADN est celui de l'empereur ou pas, puisqu'on ça serait pas très compliqué. Alors l'argument, le professeur Lucotte a d'ailleurs beaucoup. Il l'a proposé, mais oui. ceux qui s'y opposent arguent du fait que si ça se trouve, on détruirait l'échantillon sans y trouver d'ADN ni nucléique ni même l'ADN mitochondrial qui est moins fragile. Et après, si on découvre que ce petit morceau de peau n'est pas celui de l'empereur, est-ce que pour autant on doit ouvrir le cercueil? Alors là, vraiment, ça pourrait être un premier indice, ça pourrait être un premier pas. Ça pourrait être un premier pas, en effet. Mais là où l'ADN a été très utile, c'est pour la fameuse dame, cette dame qui affirmait être Anastasia, la fille des Romanov. Or, on a pu analyser un polype qui avait été conservé par l'hôpital où elle avait été opérée, et on a vu qu'elle n'était pas plus Romanov que vous ou moi. Donc, dans ces circonstances-là, c'est quand même effectivement très précieux de l'ADN. Alors, c'est très précieux et en même temps, c'est très discutable. Pour le cas que vous évoquez, celui d'Anna Anderson, qui a longtemps prétendu, clamé être, toute sa vie d'ailleurs, clamé être la grande duchesse Anastasia de Russie, on peut tout à fait se demander d'où venait ce morceau de polype dont vous parlez. En fait, c'est même un petit morceau d'intestin qu'on lui avait retiré, et dont on ne peut pas absolument affirmer l'authenticité, la traçabilité, comme on dit aujourd'hui, est très discutable. Dans le cas de Louis XVII, qui a été un véritable débat national il y a longtemps maintenant, c'était en 2000, et c'est notre ami Philippe Delorme notamment qui était à l'origine de tout ce travail sur l'ADN du cœur retrouvé sur l'enfant du temple. Là encore, les analyses ADN livrent un résultat. Simplement, on est en droit de se demander d'où vient le cœur en question. C'est-à-dire que ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas le résultat de l'analyse ADN lui-même qui est en cause. C'est toujours l'échantillon sur lequel on travaille. Bien sûr, bien sûr. Et ce cœur-là a pour le coup une traçabilité tellement excellente qu'elle en finirait par devenir quelque peu suspecte. Alors est-ce bien le cœur du malheureux dauphin mort au temple qui a été non pas rapatrié parce qu'il était déjà conservé à Saint-Denis, mais au moment de son retransfert à Saint-Denis, on l'a simplement rapproché de ses parents, des restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'était au demeurant une cérémonie assez grandiose dont je pense, alors là, pour oublier toute forme de plaisanterie, qu'elle aurait ému le moins royaliste de nos compatriotes, car c'était une très belle, très grandiose cérémonie, comme probablement il y en avait autrefois, comme ces tédéums qui étaient donnés à l'occasion des naissances des dauphins ou des victoires royales. Eh bien, il y avait là plus de
prélats, d'hommes de Dieu que je n'avais jamais vu réunis pour ma part, avec un chœur d'enfants qui interprétait l'ouverture du Stabat Mater de Pergolèse et C'était en 2004 tout ça. C'était en 2004. Et il y avait cet enfant de l'âge du dauphin lorsqu'il est mort au temple qui portait dans une urne de cristal ce petit cœur calcifié qui ballottait au bout d'un fil. Et c'était vraiment une très grande émotion. Un mot sur ces reliques qui se promènent. On a parlé ici même de Ramsès II quand même, qui est venu se faire soigner gentiment en France. Qui a reçu les honneurs militaires. Ramsès II, tout à fait, la garde républicaine. Et c'est sur l'aéroport d'Arly. Je crois que c'est à Villacoublay, me semble-t-il. Villacoublay, oui. À Villacoublay, il a reçu les honneurs militaires. Alors, évidemment, tout le monde nous ne sommes pas à égalité devant la mort. Le malheureux Cadoudal, le grand chef vendéen, lui a été, après sa mort, monté sur fil de fer et montré à des étudiants en médecine. Dans les reliques baladeuses, il y a eu les cendres de Bouddha qui ont été prêtées à l'ONU en remerciement pour la reconnaissance du jour de Vesak comme un jour de congé dans le monde entier. Donc, ces reliques de Bouddha se baladent. Les reliques où sont-elles, les reliques de Bouddha ? Elles sont conservées en Inde, mais elles ont été prêtées à l'ONU. Elles se promènent, elles prennent l'avion presque autant que vous et moi, celle de Saint-Louis également, puisque Saint-Louis, toutes les cathédrales Saint-Louis de par le monde sont censées conserver et posséder une relique de notre Saint-Roi. Et pour l'anniversaire de la ville de Saint-Louis, eh bien, je crois que c'est le duc de Vendôme, l'actuel chef de la Maison de France, qui est allé avec ça doit ressembler à un petit sachet de thé avec de la poudre de la poudre lyophilisée de Nonos de Saint-Louis, mais voilà, ça fait l'objet tout de même d'une grande révérence et donc toutes ces reliques se promènent. Il y en a de très belles d'ailleurs, des reliques immatérielles peut-être que j'aurais pu citer, comme à Topkapi à Istanbul, il y a une relique qui est constituée d'une empreinte du pied de Mahomet. C'est quand même très très beau, très touchant. Le duc de Vendôme est le fils du chef de la Maison de France. Je précise, au cas où le chef nous écouterait, je précise. Vous connaissez mes sympathies républicaines farouchement. En tout cas, ce que nous garderons comme image de cette émission, c'est cet incroyable reliquaire moderne établi par Vivant Denon et dont vous parlez, dont vous faites la fin même de votre ouvrage. Vraiment, avec la volière de Napoléon à Sainte-Hélène, le reliquaire de Vivant Denon est exposé dans une jolie petite vitrine. Se trouver face à lui est un grand moment d'émotion. Force est de reconnaître que la cohabitation de Molière, La Fontaine et Voltaire, du Cid et de Chimène, de Napoléon, d'Henri IV et autres illustres personnages dans un seul et même réceptacle récompense notre quête au-delà de toute espérance. Le reliquaire de Vivant Denon remporte donc haut la main la médaille d'or, toute catégorie de la relique profane. Que ceux qui entendraient lui en contester l'attribution parlent maintenant ou se taisent à jamais.